Chapitre 39, première partie, suite. L'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est formée par une seule personne physique, qui exerce une activité commerciale. Nous avons déjà vu ce que signifie une activité commerciale, un commerçant. Cette personne exerce sous son propre nom et sous sa propre responsabilité. C'est une entreprise qui est souvent choisie pour les petites et moyennes entreprises au niveau régional, par exemple des artisans ou des professions libérales. L'entreprise individuelle, par sa simplicité, est la forme juridique la plus courante. On en est à 59%. Avantage donc de simplicité pour sa fondation et pas besoin de capital minimum pour pouvoir la créer. La constitution d'une raison individuelle ou d'une entreprise individuelle n'implique aucune exigence de base légale particulière. Les bases légales qui concernent les entreprises individuelles concernent la raison sociale de l'entreprise individuelle inscrite au registre du commerce. Cette entreprise individuelle existe dès l'instant où le propriétaire débute son activité commerciale. Donc, si jamais cette entreprise est inscrite au registre du commerce, cette inscription sera déclarative. Ce n'est pas cette inscription qui va constituer, qui va donner naissance à l'entreprise individuelle. Cette inscription au RC est obligatoire dès le moment où l'entrepreneur atteint le chiffre d'affaires brut de 100 000 francs. Pas besoin de capital de base pour pouvoir former l'entreprise individuelle. Concrètement, on voit mal comment on pourrait constituer une entreprise individuelle sans un petit peu d'argent au départ, mais ce n'est légalement pas obligatoire. L'organisation, la gestion de l'entreprise sont totalement libres. On fait ce que l'on veut. Le propriétaire peut donc assumer lui-même la gestion ou demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de la gestion de son entreprise. En tant que propriétaire, l'entrepreneur, attention, assume entièrement les dettes de son entreprise. On dit qu'il s'agit d'une responsabilité personnelle et illimitée sur le patrimoine commercial et privé de la personne. Si l'entreprise a des dettes, on peut aller dans la maison de l'entrepreneur pour pouvoir récupérer les choses afin de payer les créanciers. L'entrepreneur doit assumer les cotisations d'assurance obligatoire telles l'AVS, donc l'assurance vieillesse survivant, l'assurance invalidité, l'assurance perte de gain. Il peut, mais ce n'est pas obligatoire, adhérer à une caisse de pension que nous appelons le deuxième pilier. En revanche, il n'a pas le droit de s'assurer contre le chômage. Il a tout intérêt à mettre de côté, de mettre une sorte de troisième pilier, c'est-à-dire une épargne pour sa vieillesse ou pour un cas d'arrêt de son activité commerciale. Du point de vue fiscal, il ne fait qu'un avec son entreprise, il n'y a pas deux sujets de droit, ce qui fait qu'il va déclarer un seul revenu et une seule fortune. Il est taxé sur ses propres revenus et sa fortune, que ses revenus et cette fortune soient commerciaux ou privés. On verra que ce ne sera pas le cas pour la SA ou la SARL. La société simple, elle est prévue par le droit aux articles 530 à 551. Attention, on dit que c'est une société alors qu'en fait c'est un contrat. On dit qu'elle est simple, effectivement, elle est très simple. Autre chose, la société simple n'a absolument pas le droit de s'inscrire au registre du commerce. Qu'est-ce que c'est qu'une société simple? On le voit à l'article 530. La société simple est un contrat dans lequel, en tout cas deux ou plus de personnes, physiques ou morales, conviennent d'unir leurs efforts en vue d'atteindre un but commun. En tout cas deux personnes, union des efforts, but commun. Nous avons une société simple, même si nous ne le savons pas. En vertu du principe de subsidiarité,
Quand nous sommes devant une situation, nous allons d'abord regarder s'il ne s'agit pas d'une SA ou d'une SARL ou d'une SNC ou d'une entreprise individuelle si la personne est seule. S'il n'y a rien de tout ça, alors on en déduit qu'il s'agit d'une société simple. Aucune forme prévue par la loi pour pouvoir créer une société simple. On peut le faire par écrit, c'est parfois mieux pour le domaine de la preuve, mais si rien n'est dit et que l'on constate par principe de subsidiarité qu'on est devant une société simple, on peut se référer aux articles 530 et suivants pour pouvoir régler les problèmes éventuels liés à cette société simple. Comment est-ce qu'on peut être dans une société simple sans le savoir ? Par exemple, en cas de concubinage, on peut considérer que c'est une société simple, ou une colocation, une vente de pâtisserie, etc. Nous voyons aussi d'autres sociétés simples dans le contrat entre plusieurs entreprises de construction qui se mettent ensemble pour pouvoir construire une autoroute, un immeuble. Mais ils n'appellent pas ça une société simple, ils s'appellent ça un consortium. C'est la même chose. Nous l'avons dit, la société simple n'a pas le droit de s'inscrire au registre du commerce. Elle n'est donc pas une personnalité juridique. Et elle n'a donc pas le droit d'avoir une raison sociale, puisque ce n'est pas un sujet de droit. Elle n'a pas non plus de protection de sa personnalité, puisqu'elle n'a pas de personnalité. Financement, il n'y a pas de capital minimal, comme l'entreprise individuelle. Chaque associé est tenu de faire en revanche un apport au début de la société simple. Cet apport, ça peut être des biens, de l'argent, des biens en nature, ça peut être des créances. Quelqu'un qui nous doit de l'argent, on le verse dans la société simple, des brevets, ou autrement on peut agir, on peut donner de l'activité pour la société simple. Quelle que soit la valeur de tous ces biens, créances, brevets, etc., on estime qu'ils sont de valeur équivalente. Bien entendu, ce sont des articles dispositifs. On peut changer cela, on peut convenir d'autre chose par contrat. La société simple n'est pas une personne, elle n'a donc pas d'organes, et donc ce sont les associés qui vont l'administrer, qui vont la représenter. A priori, tous les associés peuvent l'administrer et la représenter. On peut convenir d'autre chose. On peut aussi convenir que l'administration peut être confiée à une personne tierce, ou plusieurs personnes, ou plusieurs associés. Le consentement unanime des associés est nécessaire pour les décisions qui excèdent les opérations ordinaires. Si on veut emprunter de l'argent, nommer un mandataire, dissoudre la société, là, tout le monde doit être d'accord. En revanche, pour ce qui est du quotidien, il n'y a pas besoin du consentement unanime. Représentation. Quand est-ce qu'on engage la société simple ? Si un associé traite avec un tiers au nom de la société, les autres associés deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité aux règles relatives à la représentation. Ça veut dire qu'il y a du droit de la représentation, que nous n'allons pas voir ici. Mais en résumé, on pourrait dire qu'il faut respecter le principe de bonne foi et que l'acte en lui-même soit bien au bénéfice de la société simple. Normalement, l'associé doit disposer des pouvoirs de représentation nécessaires. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'acte en lui-même. Si ce sont des actes courants qui sont au bénéfice de la société simple, il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, si c'est un petit peu particulier, il faut que les autres associés soient au courant et qu'ils aient donné leur accord. L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. La responsabilité. Ici aussi, comme dans l'entreprise individuelle, la responsabilité est personnelle, illimitée et puisqu'ils sont plusieurs, solidaires. Cela signifie que l'on peut demander à chacun l'entier de la dette. Ensuite, ils se débrouillent entre eux. Les bénéfices et les pertes sont répartis à
Égalité entre tous les associés. On ne tient même pas compte des apports. Tant pis si A a amené beaucoup et B a amené très peu. En revanche, on peut convenir d'autres choses par contrat de société. Et c'est tout pour aujourd'hui.